Et oui, une chanson de circonstance pour notre invitée du jour. Vous la connaissez peut-être déjà, c'est Tamar Abessera. Bonjour Tamar. Bonjour Cathy. Alors on va commencer par votre titre actuel. Vous êtes conseillère du maire Nir Barkat, du maire de Jérusalem, chargée des affaires francophones. Il n'en a pas toujours été ainsi. Vous êtes aussi une femme d'affaires, on peut dire ça comme ça, puisque vous avez une agence immobilière à Jérusalem. Absolument. Et vous avez fait énormément de choses avant de faire de la politique, bien que vous n'aimiez pas ça, mais je le dis comme je le sens, voilà. Voilà. Alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est que vous êtes conseillère du maire, certes, mais vous êtes bénévole. Absolument. Ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire, tout le monde ne le sait pas. Je travaille avec tout mon cœur et j'ai jamais voulu être employée de la mairie vraiment. En fait, je voulais avoir plus de liberté et je me suis fait avoir en fait par mon grand cœur, puisque finalement, je suis à plein temps. Ouais, vous êtes beaucoup moins dans l'agence immobilière et beaucoup Absolument. plus à la mairie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, mais enfin, avant d'en arriver là, on va faire un petit retour arrière sur votre alia, sur un peu votre parcours. Alors, vous êtes arrivé, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes en Israël. Exactement 10 ans, ça fera dans, je crois, une quinzaine de jours, parce que je suis arrivée le 5 juin 2008 avec mon mari et mes 2 enfants, Isaac et Israël. Et Lissara. On est arrivé, le 5 juin 2008. Donc vous êtes arrivé à Jérusalem direct? Directement. Pour moi, c'était pas une question. L'Alia, c'était Jérusalem. Okay. Désolée pour les autres villes. Je respecte toutes les autres villes. J'adore tout Israël, mais Jérusalem, c'était vraiment la destination qui attirait notre volonté. De venir s'installer ici. Alors, vous faisiez quoi avant d'arriver? Parce qu'on sait, enfin, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais vous avez grandi à Lyon. Vous avez été... Il faut préciser une chose quand même. Je suis une fille du terroir, puisque je suis quand même née à Beersheba. Je suis israélienne de naissance. Je suis née à Beersheba. J'ai vécu que 2 ans. Et ensuite, mes parents sont partis. J'allais dire, ils sont montés, ils ne sont pas montés. Ils sont descendus en France. Et j'ai grandi à Lyon, où j'ai vécu de longues années. Ensuite, j'ai vécu 10 ans à Paris avant de venir faire mon alia. Alors, vous ne travailliez pas du tout dans le monde associatif à l'époque. Enfin, en tout cas, pas dans le monde politique associatif. Tout à fait. Non, j'étais plutôt dans la création. C'est ça. Mon père avait une entreprise de vêtements pour enfants et j'étais chargée de la création et du style. Donc, j'étais directrice de style et aussi du commercial par la suite, sur les années qui ont suivi après. Donc, vous étiez loin de tout ça, mais quand même, votre passé dans les mouvements de jeunesse, on va dire ça comme ça, vous en avez fait plusieurs d'ailleurs. Absolument. Vous avez été au DEJ, vous avez été surtout au Bétard. Au Bétard, et quand on est au Bétard, on a quand même une vie associative assez excitante. Voilà, mais ça vous a rattrapé parce que quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez travaillé avec Élie Lemel. Pourquoi avoir travaillé avec lui ? Quand je suis arrivée à Paris, en fait, j'ai rencontré Laura Lemel à une conférence et j'ai trouvé tellement intéressant. J'ai toujours aimé m'engager et faire du bénévolat. Donc, je lui ai proposé de travailler sur certains sujets qui me tenaient à cœur, dans les relations parents-enfants. J'ai rencontré beaucoup de familles qui avaient des problèmes, qui avaient des complications, qui avaient eu des soucis dans l'éducation de leurs enfants ou dans les rapports parents-enfants. Et c'était un sujet qu'ils savaient bien traiter. Donc, j'ai organisé plusieurs conférences avec des thèmes précis. Et on a eu une relation assez longue sur Paris, avec la maison de la famille qu'il avait créée à cette époque-là. L'école des parents aussi. Voilà, l'école des parents ensuite. Donc ça a été très intéressant. J'ai organisé aussi des conférences dans des hôtels. Même quand j'étais à Lyon, j'ai organisé des conférences avec des rabbinim qui venaient parler pour essayer de faire apprendre, de découvrir la Torah à certaines familles qui étaient un petit peu éloignées. Donc j'ai toujours été engagée, j'ai toujours voulu faire découvrir des choses et aider et montrer. D'accord, mais alors si on vous avait dit, quand vous avez fait votre alia, que vous alliez vous retrouver à la mairie, à travailler main dans la main avec le maire de Jérusalem, c'était pas du tout... Ça faisait pas partie de mes projets, non, je vous avoue. Pas Surtout que vous savez, quand on est en France, l'administration, c'est pas le plus non, c'est pas ce qu'on préfère. Gratifiant. Ouais, travailler à la mairie, c'était sexy. pas un objectif, c'était pas sexy du tout, du tout. Mais bon, mairie de Jérusalem, ça a un autre caractère. Alors comment, au bout de 5 ans, vous ne parliez pas tellement l'hébreu ? Absolument. Quand je suis arrivée, je parlais vraiment très peu l'hébreu. J'avais un hébreu de la Hadasha. Ça va mieux, là ? Ça va beaucoup mieux. Heureusement pour moi, sinon je crois que je ne serais pas restée à ce poste. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, je n'ai pas voulu aller à l'Ulpan. Je me suis concentrée sur l'intégration de mes enfants, parce que la première année est quand même importante. Je n'ai pas voulu travailler tout de suite,
Mais malheureusement, ou heureusement, parce que dans les premiers mois de mon alia, il y avait les élections de la 18e Knesset qui se préparaient pour 2009, janvier 2009, le 22 janvier 2009. Et là, j'ai été happée par Chaim Amselem et Eli Yishai, puisqu'à l'époque, ils travaillaient ensemble au chasse, et ils m'ont demandé d'être leur attaché de presse. Mais alors, comment ils sont arrivés vers vous? Vous le connaissiez En personnellement? fait, je les connaissais quand j'étais à Paris, que j'ai eu une longue période à Paris. J'ai eu 10 ans à Paris et j'avais beaucoup de relations avec pas mal de Chaver Knesset qui venaient à l'ambassade de France, puisque j'étais en relation. J'avais eu un très bon contact avec Odette Zvili. Huguette Zvili. Okay. Et donc, j'ai rencontré pas mal de Chaver Knesset, dont Eli Yishai et Chaim Amselem. Et donc, quand vous êtes arrivé en Israël, ils ont dit, tiens, elle est là, on va la contacter. Et donc, Chaim Amselem m'a appelé, m'a proposé un rendez-vous avec Eli Yishai, et ils m'ont dit, voilà, tu vas être là, notre attaché de presse. On voudrait s'adresser au public francophone. Ça n'a jamais existé. Ah, c'était très nouveau, ça. Mais complètement nouveau. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas du tout comment commencer. Et puis, finalement, en fait, c'était du commercial, entre guillemets, quoi, puisque c'était ce que je savais faire, c'était vendre une idée. Alors, mais pourtant, c'était un peu bizarre parce que vous n'étiez pas du tout du chasse. Ah non, je n'étais pas du chasse. Vous n'étiez pas politisé, entre guillemets. Bah, j'ai eu ma carte du Héroute de France en 1980, bon, quand même. Ok. Donc, c'était quand même assez politique. J'ai toujours une position, je ne le cache pas et je le dis, hein, j'ai toujours été à droite et j'étais donc au Héroute et ensuite au Likoud. Moi, quand Menachem Begin est décédé, j'ai pris l'avion pour venir suivre sa dépouille jusqu'à Artsel. Donc, vraiment, j'ai toujours... Arazetim. Ok. Mais de là à vous engager auprès d'hommes politiques vraiment pour une fonction bien précise, là, c'était plus en tant que bénévole? Non, là, c'était complètement bénévole, absolument, c'était bénévole. Par contre, ils m'ont proposé donc une secrétaire qui était là, qui allait m'assister, qui était franco-israélienne. Donc, elle m'a beaucoup aidée, puisque j'avais pas l'hébreu. Et on a travaillé de façon très intéressante et j'ai découvert un monde. J'ai découvert un monde. C'est génial pour une Ola Hadasha c'était un peu brutal parce que vraiment, ça faisait 2 mois que j'étais là. Il fallait tout de suite aller dans le bain. Et puis moi, je croyais que j'allais me détendre la première année. J'allais respirer après toutes ces années de labeur en France. Et puis finalement, non, je me suis vraiment lancée. Mais c'était très intéressant. J'imagine, c'est une façon vraiment de rentrer de plein pied dans la société israélienne. On dit qu'ici, tout est politique et qu'une façon de s'intégrer, on ne peut pas s'intégrer en Israël si on ne comprend pas ce que c'est que la politique en Israël. C'est vrai que vous parlez à des enfants de 15 ans ou de 8 ans, ils vous parlent de politique et ils savent comment ça fonctionne. C'est vrai que ça fait partie de l'intégration. Bon, alors pour vous, vous organisez des tas de conférences dans le pays, vous vous rodez, vous apprenez... J'organise des conférences de presse, surtout beaucoup de conférences de presse avec la presse française. Mm-hmm. Et avec aussi le CAL, puisqu'on voulait séduire le CAL français. Je rencontre aussi les éditorialistes français, comme Modia à l'époque, ou qui est à Guécher aujourd'hui, ou le Petit Hebdo. Je ne les connaissais pas, donc c'était mon premier contact avec Abraham Azoulay ou Daniel Haïk à l'époque. Ouais. J'ai rencontré des guides, J'ai rencontré des guides, absolument. J'ai rencontré Guy Perret, j'ai rencontré tous ces gens dans ce cadre-là. Donc je peux vous dire qu'au début, c'était pas tendre parce que vous les connaissez tous. Ils m'ont mis les accords d'Oslo dans la tête. Ils n'ont pas compris que je ne me positionnais pas aux chasses. Je travaillais pour faire de la communication. C'était vraiment un job, quoi. Ouais. Non rémunéré, mais c'était en tout cas, c'était une expérience intéressante. Et puis, il n'y avait que l'expérience qui m'intéressait vraiment. Connaître le CAL, découvrir aussi les Français que je découvrais à ce moment-là. Je connaissais personne à Jérusalem, très peu de monde. C'est ça. Donc finalement, Chaim Amselem sort du chasse. 1 an après, ou 1 an et demi après, Chaim Amselem finalement sort du chasse et décide de créer son parti Am Shalem. On s'en souvient. Voilà, et de concourir. Là, il me recontacte, évidemment. Bon, on avait toujours gardé de très bons rapports. Et ensuite, il me demande donc d'être sur sa liste. Il se présente aux élections législatives de la 19e Knesset et me demande d'être sur sa liste. Donc là, j'étais un petit peu surprise parce que Chavera Knesset, j'étais vraiment pas prête, vu l'hébreu que j'avais. Mais je lui ai dit OK, mais si jamais... Donc ça se passe comme ça dans le monde politique. On commence à être bénévole et puis les choses peuvent s'enchaîner positivement. Disons que je pense que je correspondais
à plusieurs critères, en fait. On pouvait me mettre plusieurs casquettes, puisque j'étais Ola Hadasha, donc je correspondais à une population. Une femme religieuse, quand même. Et puis, surtout, j'étais aussi dans les affaires, donc assez dynamique, puisque vous n'étiez pas dupe Pas du tout. J'étais tout à fait consciente que je correspondais à un profil précis et très déterminé qui pouvait séduire un électorat. Donc, mais c'est pas que ça m'amusait, ça me séduisait. L'idée me séduisait. Puis de rentrer dans la société israélienne, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour moi, qui m'a toujours animée. Moi, toute ma vie, j'ai voulu faire mon alia. Toute ma vie, j'ai voulu venir. Alors aujourd'hui, d'arriver là et de me dire, tiens, je rentre à fond par la politique. Et je fais quelque chose de tarlès, parce que c'était quelque chose de concret. Ouais. Et de défendre des idées. Et puis les idées du Rav Chaim Selem m'intéressaient vraiment. Bon, mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Donc il n'y avait pas de... Même si vous étiez 4e sur la liste, même si il y avait beaucoup d'espérance, j'imagine. À l'époque, le Ahrousa Hassima était beaucoup plus bas, mais quand même, on n'a pas passé le Ahrousa Hassima. Voilà, vous n'êtes pas passé. Le seuil d'éligibilité, et donc Chaim Selem n'est pas rentré, le parti Amshalem. Qu'est-ce que vous faites alors, du coup, à cette période-là? Vous arrêtez Entre-temps, j'ai créé mon entreprise d'immobilier, parce que les dernières années de ma vie à Paris, quand même, j'ai fait beaucoup d'immobilier de luxe dans Paris. Donc, quand je suis arrivée ici, la première année, parallèlement à la politique, j'ai quand même été contactée par une dizaine d'amis qui m'ont dit, tiens, maintenant que tu es à Jérusalem, trouve-moi. Donc, trouve-moi une fois, trouve-moi 2 fois, trouve-moi 3 fois. Puis j'ai trouvé. Puis quand vous êtes une amie, vous ne pouvez pas demander des fees, comme on dit, des commissions. Ça ne se fait pas entre copains. Donc, au bout d'un an, j'ai dit, tiens, et si je montais mon agence? Donc, j'ai créé mon agence. Je me suis associée avec un garçon super, Eliezer Hagej. On le salue s'il nous écoute. Voilà, s'il nous écoute. On a eu une collaboration extraordinaire. Et on a créé l'agence Tamar Israël. Alors, tout ça, c'était à cette période-là. Voilà, tout à fait. C'est en 2010. Tamar Israël, c'est en 2010. Ça faisait que 2 ans que j'étais là, finalement, c'était pas beaucoup. Ouais. Et puis j'ai été contactée ensuite, donc ça, j'ai travaillé 2-3 ans, et puis j'ai gardé des relations quand même avec Chaim Selem. Et puis ensuite, il y a eu le travail que vous aviez organisé pour lui, en tout cas les espèces de chougbait, comme on dit, les conférences dans les villes. Ça m'a fait un peu de presse. Ouais, c'est et ça. Finalement, mon nom a un petit peu ressurgi. C'est ça. C'est un nom qui a surgi. Je correspondais à peut-être quelqu'un qui pouvait représenter la communauté francophone. Et j'ai été contactée par Meir Habib. Non, en fait, par d'abord... Meir Torjman. Non. Après bien avant Meir Torjman, c'est après. Non, en fait, j'ai été contactée d'abord par une candidate, je ne sais pas si c'est son nom, de Natania, qui voulait courir pour les élections qui avaient lieu en France pour le représentant des Français de l'étranger. Je ne savais même pas que ça existait aussi à l'époque. C'était assez nouveau, ça existait depuis 1 an. Et donc, je pensais travailler avec cette personne. Et finalement Meir Habib, qui est un ami d'enfance, et on se connaît depuis le Bétar et depuis de longues années, me contacte et me propose également de travailler avec lui. Et donc, on démarre dans mon salon. Donc ça, c'était la première élection de Meir Habib. En tant Tout à fait. Donc, j'ai monté l'équipe terrain et j'ai organisé toute sa campagne. Et c'est même moi qui étais au téléphone le jour des élections pour... dynamiser un petit peu toutes les équipes sur le terrain. C'était assez intéressant. Tout ça en tant que bénévole aussi. Oui, bien sûr, toujours bénévole. Et ensuite, au vu de tout ce qui s'est passé, c'est arrivé aux oreilles. Il a gagné surtout. Bon, mais vous n'étiez pas seul, il y avait beaucoup de gens. Il y avait Emmanuel qui a été extraordinaire. Emmanuel Adam, Emmanuel Adam qui a travaillé sur tout ce qui était communication et Facebook. Il y avait une super équipe. On était une très très bonne équipe. On a vraiment bien travaillé. Mais c'était du non-stop. Je peux vous dire qu'on a travaillé 15 heures par jour. Il a gagné forcément. Ça fait encore parler de vous, Tamar. Voilà. Et donc Meir Torjman, pour le coup, donc là qui travaille à la mairie de Jérusalem et qui était dans l'opposition. Donc il faut rappeler que Nir Barkat avait été élu en 2008. Et c'est drôle parce que je venais d'habiter dans la résidence où je vis jusqu'à aujourd'hui. Et il y avait un voisin qui était venu me voir et me dit « J'organise un chougbait ». Je dis « Slicha, mazé chougbait ». Je ne savais pas ce que c'était un chougbait. Et j'avais vu donc Nir Barkat en campagne et faire un chougbait chez mes voisins, des Américains du quartier. Et j'avais dit « Tiens, il est intéressant ». Mais bon, j'en étais restée là, quoi. J'avais jamais dit, tiens, un jour, j'aimerais bien travailler avec lui. Oui, ça ne m'est pas traversé l'esprit. J'imagine très bien. Et donc, bien. 5 ans plus tard, on me contacte. Et donc, j'ai vu l'évolution du travail de Nir Barkat pendant ces 5 années, quand même, en tant que Yerushalmite. Et puis, on vit dans cette ville. On est intéressé par ce qui se passe dans notre ville. Et je me rendais compte qu'il avait fait un travail
extraordinaire. On savait qu'il y avait les élections qui se préparaient pour 2013. Et je m'étais dit, tiens, je revoterai pour lui. Je n'avais jamais pensé qu'on allait m'appeler pour travailler dans l'opposition. Alors, pour le coup... On me contacte et on me propose donc d'être sur la liste de Meir Torjman. Meir Torjman me propose d'être sur sa liste pour être dans l'opposition face à Nir Barkat. C'est ça. À l'époque, il n'était pas encore réconcilié. Non, pas du tout. Et donc, j'avais un vrai problème de conscience parce que Meir Torjman, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, que j'avais connu dans la campagne avec Raïm Amselem et que j'avais trouvé très, très sympa, qui nous avait beaucoup soutenu pour la campagne d'Amselem. Donc j'ai un petit problème de conscience. Et puis... Vous êtes quand même rentré à fond, on se rend compte là dans ce que vous racontez, à fond dans la politique, quoi. Vous dites que vous n'êtes pas une femme politique, mais ça ne ressemble pas dans la vraie vie. On dit qu'il n'y a rien qui amuse plus le maître du monde que quand on fait des projets. Alors moi j'avais fait plein de projets, mais pas ceux-là. Donc il a dû bien rire, quoi, parce qu'il m'avait prévu autre chose. Donc moi j'accepte. Je suis une fille assez croyante et je sais que à Kadolorou, il fait bien les choses. Donc, s'il a voulu que j'aille sur ce derrière, eh ben, je suis ce derrière. Parce que vraiment, j'ai l'impression que je fais un travail intéressant et qui profite, en tous les cas, à beaucoup de gens. Alors, vous avez été bien embêté quand Meir Torjman vous avez contacté. Mais finalement, coup du sort, encore une fois, ils font la paix. Ils font la paix. Et donc, Meir Torjman s'associe à Meir Barkat. S'associe à Meir Barkat, décide de travailler ensemble sur la liste d'Yerushalayim Tatzliar. Et me propose comme candidate pour être la femme, à nouveau, la femme de la liste, qui allait être femme Ola Hadasha, femme d'affaires religieuse, qui correspond encore à plusieurs étiquettes, une fois de plus. Et là, je rencontre Nir Barkat. Donc, c'est Nir Barkat, le cabinet, qui m'appelle et qui me propose un rendez-vous. Donc, je suis assez étonnée, je suis surprise. Et en même temps, j'ai été préparée par Meir Torjman, mais c'est quand même impressionnant. Et je rencontre Nir Barkat pour la première fois en tête-à-tête dans son bureau. L'échange se passe super bien et à la sortie de ce rendez-vous, c'est la chef de cabinet, Michal Shalem, qui me prend à part et qui me dit, voilà, on va te proposer ça. Donc tout de suite, une proposition, un travail, des explications. Je ne comprends rien parce que vraiment, la mairie, pour moi, c'est un monde que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et là, elle m'explique et je m'intéresse. Et puis, on a fait campagne. Et puis, on a gagné. Alors, vous n'étiez pas seule à l'époque. Aujourd'hui, oui, vous occupez des affaires francophones. Il y avait aussi Avisana qui était sur la liste. Et puis après, les choses ont fait que ça a changé. Donc, aujourd'hui, vous êtes restée seule à vous occuper des affaires francophones au sein de la mairie. Ça a pris du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous disiez que vous n'avez pas l'hébreu. Je peux vous dire que quand vous débarquez au lendemain des élections, parce que la campagne, c'est une chose, vous êtes super accompagné. Il y a une équipe, on vous dirige. J'avais vraiment des gens derrière moi qui me disaient, là, il faut aller comme ça, là, il faut faire comme ça, là, il faut plutôt diriger comme ceci, comme cela. On avait un responsable du site Facebook. On avait des gens qui travaillaient avec nous, donc de la page Facebook, pardon. Donc on avait des gens qui nous soutenaient, qui nous aidaient à écrire ce qu'on allait dire, qui nous soutenaient. On avait vraiment un fil directeur. Mais quand vous vous retrouvez toute seule à un poste, une fois que c'est fini, c'est fini, la fête est terminée. C'est comme après le mariage. Voilà. On organise le mariage, on a le wedding planner, le lendemain, il faut se débrouiller, puis il faut construire tout seul. Alors là, il a fallu que je construise et que entre guillemets, que j'invente un poste. Parce qu'il n'existait pas, je venais pas après quelqu'un. Ça n'existait pas avant moi, le poste de conseillère francophone. Tout à fait. Donc, Est-ce que ça a été compliqué ? Très. Quoi ? La relation avec, en fait, un bureau où il y a 20 personnes qui ne parlent que l'hébreu. Donc, dans le bureau de ce qu'on appelle la lishka du maire, le cabinet du maire. Donc là, il y a 20 personnes et tout le monde parle hébreu. Donc, il y a les conseillers, puis ensuite, il y a les secrétaires, les assistantes. Donc, il faut faire sa place, il faut se faire reconnaître, il faut exister. En fait, il faut exister, tout simplement. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Donc là, c'est les cours d'hébreu à plein temps, de 2-3 heures avec une prof vraiment extraordinaire que j'ai eue. Et là, je me mets à fond dans l'hébreu et je décide d'y arriver, parce que je ne veux pas lâcher. Et je sais que le challenge est important et surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que les Français ne sont pas assez représentés, que la population arrive. Il y a déjà beaucoup d'Aliyah qui arrivent à Jérusalem. On n'est pas en meilleure position. À ce moment-là, quand je rentre à la mairie de Jérusalem, on est en 3e position dans les choix d'Aliyah. C'est-à-dire que quand les Français décident de venir, ils vont d'abord à Netanya, ensuite à Tel Aviv et ensuite, en 3e lieu, ils viennent à Jérusalem. Aujourd'hui, je peux vous dire que... Ça a changé. Alors, ce n'est pas que grâce à moi. Je n'ai pas cette prétention. Mais bien sûr que non. Qu'à Dieu ne plaise vraiment pas. Il y a des équipes formidables. Mais il y a des équipes formidables et on a travaillé. J'ai beaucoup boosté beaucoup de projets qui se sont installés à Jérusalem. Et aujourd'hui, on est le premier choix. Les Français, quand ils viennent en Israël, ils viennent d'abord
à Jérusalem. Pour habiter ici. Pour habiter à Jérusalem. Quel est le projet que vous avez préféré faire ou sur lequel vous avez préféré travailler? J'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de projets, mais il y a deux projets qui m'ont vraiment tenu à cœur. Bon, en dehors de l'accueil que j'ai mis tout de suite en place, vous savez que dès que je suis arrivée, j'ai mis en place l'accueil en France. J'ai recruté une équipe de bénévoles. J'ai voulu recruter des retraités qui avaient un très bon niveau d'hébreu et de français. C'était important qu'ils soient retraités, qu'ils ne soient pas opportunistes à chercher une entrée. Vous savez comment ça se passe. Ouais. Donc, j'ai préféré prendre des retraités et des gens disponibles et puis plus réguliers. Donc, quand on arrive aujourd'hui, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, quand vous allez à la mairie, juste à l'accueil, tout à fait, à il y a côté un de l'accueil, de panneau comme ça avec toujours écrit en français, bonjour. Monsieur, voilà. Il y a écrit bonjour, je parle français. Et là, on a l'accueil. On a toujours 2 personnes. Ils travaillent en binôme en général et on a toujours un qui reste au stand et qui accueille, et puis un qui peut accompagner, ou une, parce qu'on a des hommes et des femmes sur cette équipe extraordinaire que je salue vraiment pour leur travail, parce qu'ils sont là depuis 4 ans et demi maintenant, et ils ne lâchent pas, ils s'organisent tout seuls aujourd'hui. Je ne m'en occupe pratiquement plus, sauf pour les réunions et pour les mises au point, ou qui me remontent des informations importantes, mais en général, il y a un responsable, David Cohen, qui, lui, gère le planning, qui sera là, qui ne sera pas là, et ils se remplacent, et ils ont un groupe, et ils sont super. Extraordinaires, vraiment. Donc et les gens, ils ont fait un livre d'or, on reçoit des messages, mais... Ouais, les gens, ça les aide. Mais énormément. Donc, il y a toujours une personne qui suit et qui accompagne dans les départements, parce que la mairie de Jérusalem, c'est quand même 13 bâtiments. Hein. C'est pas simple. Alors ça, c'était un projet qui vous tenait à cœur. Oui, mais surtout, faire la traduction du site de la mairie en français. Vous savez que quand vous rentrez sur le site de la mairie, en tous les cas à l'époque, vous aviez toujours le choix. Le site était en hébreu et vous pouviez aller soit en anglais ou en arabe. Et il n'y avait pas le français. Bon, vous me direz, il n'y a pas le russe toujours, jusqu'à aujourd'hui. Mais le français, c'était pour moi important et je me suis vraiment... Ça n'a pas été simple. Je peux vous dire que je me suis battue 2 ans avant de réussir. Mais pourquoi ? Parce que c'est des budgets, parce que c'est pas assez intéressant, parce que c'est pas une commune. On n'est que 30 000. Parce qu'on n'est pas beaucoup. On n'est que 28, 30 000 peut-être. Donc le jeu n'en valait peut-être pas la chandelle. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que oui. Et le maire m'a vraiment soutenue. Et même quand le maire m'a soutenue... Après coup, parce qu'on parle toujours de la communauté francophone comme une communauté qui n'est pas en très grand nombre. Après coup, ils trouvent un intérêt pour la ville ? Bien sûr, il faut se rendre compte que pour moi, ce qui était très très important, pourquoi je voulais traduire ce site en français ? Parce que je pense que l'intégration des Français dans la ville passe par la culture. Et il fallait qu'ils aient accès à l'information. Si vous rentrez sur le site et vous vous rendez compte qu'il y a le Festival des Lumières ou le Festival de musique, ou qu'il y a que vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas surpris que la rue est barrée parce qu'il y a le marathon, parce que vous l'avez lu sur le site, ça s'appelle de l'intégration. Savoir comment vit votre ville, qu'est-ce qui se passe demain, qu'est-ce qui va se passer dans un mois. Pouvoir partager la vie des Israéliens. Vous avez expliqué, Tamar, que vous participez à la prise de conscience de la présence francophone et de faire s'intégrer au mieux les Français dans la cité. Donc, il y a des actions qui sont faites, etc. Est-ce que, on parle beaucoup du problème de... En plus, vous êtes dans l'immobilier, donc vous connaissez ça mieux que moi. Du diour, des logements. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que la mairie travaille sur ça pour offrir des logements à loyer modéré pour des Français qui aimeraient faire leur alia et qui n'ont pas les moyens. Alors, ou recréer des merkaz Klita, Je crois pas que ce soit la meilleure solution, le merkaz Klita. Non, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais ce qui se passe, en tous les cas, c'est que le maire a développé des projets dans la ville, comme il y a à Kiryat Yovel qui sont en train d'être construits, ou à Arnona, pas loin de la Taillelette, en bas de chez moi, vraiment, je suis les travaux des yeux, ça a commencé il y a quelques mois, de logements destinés donc, à la location pour des jeunes couples. Donc ça, c'est des projets qui vont faciliter le logement pour tous ces jeunes couples ou les personnes en difficulté. C'est moins cher, quoi. Donc il y a une prise de conscience. Est-ce que vous pensez que... Extraordinaire. Oui, il y a une prise de conscience sur énorme, ça. Énorme. Nir Barkat a beaucoup travaillé sur ce projet. On ne pense plus que les Français sont des gens fortunés. C'est fini, ça, ces stéréotypes-là? Non, ça, c'est des stéréotypes et des étiquettes qui ne sont pas valables. Mais par contre, on sait que les Français sont des capricieux. Ça, je le dis, on le sait. Les Français sont exigeants et capricieux. Vous dites-le, Cathy, vous le savez. Je dis rien, moi. Ils sont très exigeants. Donc, c'est vrai que...
on travaille, on essaye de répondre à toutes les demandes, mais je crois que le logement, ça ne concerne pas que les Français, ça concerne tout le monde, ça concerne surtout les jeunes couples qui n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer à 6 000 shekels par mois. Donc là, les logements qui sont en train d'être construits, et je crois qu'il y en a, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans les 2000 qui sont en train d'être construits actuellement, ça va être que des logements à loyer modéré. Un petit peu l'équivalent des HLM. Des HLM de l'époque. En France. Alors, vous y prenez goût à cette fonction ? Mais disons que quand on fait des choses qui apportent aux autres, moi je suis une fille qui aime donner, je suis une fille généreuse par essence, donc donner de mon temps, donner de l'attention, donner de l'écoute, aider. Moi j'ai l'impression même que, au-delà de ça, même à la mairie de Jérusalem, en dehors des projets que j'ai faits, quand vous appelez le 106, vous savez, c'est le numéro du Moked. Vous tapez 1, vous arrivez à tel département, 2, la Arnona. Je pense qu'ils ont mis numéro 3, ils ont mis vous tombez sur ta marque. Parce que vu le nombre de gens qui m'appellent, c'est assez impressionnant. On m'appelle pour tout et pour rien. C'est-à-dire qu'on m'appelle si le trottoir il est abîmé, on m'appelle parce qu'on a un problème de rentrer un enfant à l'école, on m'appelle parce qu'il y a un chat qui est bloqué dans un égout. Dans un arbre ? Oui, dans un arbre. D'accord. Ouais. Donc on m'appelle, vraiment, je suis l'adresse et le téléphone de la mairie de Jérusalem en français. Alors ça, vous parlez mais ça ne me gêne pas trop, je suis très à l'écoute. Ouais. Alors, vous avez parlé des petits, ça c'est des petites choses, mais c'est vrai qu'elles ont aussi leur importance. Mais vous avez aussi l'oreille du maire pour organiser des événements plus importants, notamment des délégations étrangères qui viennent en Israël pour rencontrer. Absolument. Ça c'était nouveau, ça n'existait pas dans le mandat précédent du maire. En fait, c'est vous qui avez créé votre poste, quoi. Complètement. J'ai décidé, un poste bénévole. J'ai décidé d'être à l'écoute et j'ai été à l'écoute des gens qui m'ont contacté. Et c'est vrai qu'on m'a souvent contacté pour recevoir des délégations et j'ai tout fait pour les faire recevoir. J'ai voulu que le maire s'entretienne et communique et donne une information qui est souvent erronée. Et à chaque fois que j'ai reçu des délégations, juives ou non juives, elles repartent toujours surprises d'entendre un maire avec une intelligence telle qu'il a, cette ouverture d'esprit et cette justesse des mots. Bon, alors... Et c'était important pour moi. Je fais de l'asbara, en fait. C'est ça, de la communication. De la communication. J'ai voulu faire connaître les Français à la mairie de Jérusalem, et je pense que j'ai un petit peu réussi, et faire connaître le maire aux Français et aux Français de l'étranger. D'accord, plus généralement. Donc voilà, c'est un pchilouv, comme on dit. Vous êtes avec toujours la mairie près de Nir Barkat jusqu'à fin octobre, mais là, ça y est, c'est fini, ça touche à sa fin, il s'en va. On a encore quelques mois de travail, Cathy. On baisse pas les bras. On va pas fermer la boutique avant d'avoir fini le stock. Ok. Vous aussi, vous allez partir ? Bien, écoutez, je ne pourrais pas me prononcer aujourd'hui. On verra ce que va nous proposer l'avenir. Pour l'instant, je travaille, on a beaucoup de travail. J'ai des propositions, évidemment, beaucoup de propositions de gens qui veulent faire des listes à la mairie. Vous avez remarqué quand même... Barkat vous a proposé de vous embarquer avec lui dans ça. Franchement, ça fait 2 ans déjà que je travaille avec lui pour le Likoud. On a fait même des Chokbaïd du Likoud. Okay. Donc, c'est pas nouveau. Donc, m'embarquer, c'est peut-être pas le terme, mais travailler à ses côtés, oui, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, vous savez pas trop encore. Non, j'ai pas pris de décision. Je serais ravie de revenir pour vous donner mes nouveaux projets, mes nouvelles directions, Cathy, en tous les cas. Ok. Quand on regarde un petit peu en arrière sur ces récentes années, c'est gratifiant comme parcours. C'est quoi Pour moi, c'est un rêve, quoi. Il y a des rêves qu'on raconte et puis il y a des rêves qu'on vit. Alors là, vraiment, j'ai vécu un rêve. Vraiment. Travailler avec Nir Barkat à la mairie de Jérusalem et puis défendre la ville, parce que je défends Jérusalem. Il y a 2 jours encore, j'étais à Ashdod avec 300 personnes invitées par Jean-Claude Benhamoud à dire pour représenter, ils ont fêté Yom Yerushalayim, alors je représente Jérusalem. Alors quelle fierté pour moi, je ne crois pas que je puisse avoir une plus grande fierté que de représenter Jérusalem, et j'essaye de le faire au mieux. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à le faire au mieux. J'ai rencontré Sarah Zouabi il y a 1 heure, aussi avec les retraités du mois d'Onros. Donc j'essaye de représenter Jérusalem du tant bien que je peux. J'ai rencontré aussi tous les maires qui sont arrivés il y a 2 mois. Tous les maires de France, étaient presque 40 maires. Alors je représentais Jérusalem, j'ai réussi à faire venir le maire, j'ai rencontré les élèves d'HEC il y a 15 jours. Vous n'arrêtez pas, quoi. Je travaille beaucoup. Franchement, je travaille beaucoup. Ok. Bon, en tout cas, nous, c'était un plaisir de découvrir derrière la femme publique que vous êtes, qui vous étiez vraiment. C'était sympa de vous entendre. Merci, Cathy. Voilà, et de voir votre action. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. En tous les cas, si je peux rajouter quelque chose, parce que j'aimerais bien qu'une fois,
on change de chaise et que moi, je vous interroge sur votre vie. Parce que vous êtes à la Khadasha, Cathy. Il faudrait que vous nous racontiez votre vie. Maintenant, ça fait un peu plus. Il faudrait que vous me passiez le micro, qu'on change de siège et que vous me racontiez. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Que vous me racontiez un peu, qu'on sache qui vous êtes. Ça se fera peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, ciao, Cathy. ciao, bye. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.